Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous vous êtes peut-être déjà dit ne pas avoir d'idées ou au contraire avoir trop d'idées, ou encore vous voulez en développer une seule dans le cadre d'un projet professionnel. Comment être plus créatif ? Comment faire vivre vos idées ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Gauthier Eloko, expert en créativité et en résolution de problèmes auprès de grands groupes. Au fil des années, il a observé, testé et modélisé des bonnes pratiques en lien avec la créativité et l'innovation. Il est l'auteur du livre « Encore un de bouquins sur la créativité » paru chez Duno. Plutôt que de vouloir toujours plus d'idées originales, cet ouvrage vous met au défi d'écouter, tester et dépoussiérer vos idées pour en tirer le meilleur. Bonjour Gauthier, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, ravi d'être avec vous. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, quelle est la genèse de votre ouvrage ? La genèse de mon ouvrage, encore un de bouquins sur la créativité. En fait, comme l'indique le titre, tout simplement, dans le rayon de la Fnac, m'a trouvé pas mal de livres sur le sujet de la créativité, mais on était à chaque fois sur de la méthodo. Prenez un post-it, dites à telle personne d'avoir telle posture pour dire ce qu'elle pense pas, brainstormer en silence. C'était uniquement centré sur le brainstorming, le post-it et les méthodologies. En fait, c'est quelque chose qui avait une vocation à m'énerver parce qu'en fait, moi, j'avais vraiment envie d'expliquer le solfège des idées. Comment est-ce que ça fonctionne, une idée? Comment est-ce que ça naît? Comment est-ce que ça évolue? Qu'est-ce qui fait qu'on a des incompréhensions autour des idées? Pourquoi est-ce que l'idée que je me fais de mon idée, c'est peut-être rébarbatif, ce que je vous dis. L'idée que je me fais de mon idée n'est pas l'idée que l'autre va s'en faire. Totalement. Et en fait, c'est de se dire, c'est une matière intangible. Et en fait, plus on vient la décrire, plus on vient expliquer en fait les différentes caractéristiques, et plus en fait on amène de fluidité dans notre réflexion individuelle, mais aussi dans la réflexion collective. Et en fait, plus ça devient facile aussi d'exploiter ses propres idées. En fait, parce que quand on a une idée qui est pas forcément claire, on peut créer de la frustration. Et après, c'est difficile d'embarquer les autres. Effectivement. Et justement, qu'est-ce que c'est la créativité ? Qu'est-ce que c'est que la créativité? Alors, moi, j'en ai une définition qui est très personnelle. Alors, peut-être pour expliquer ce qu'est la créativité, je vais le faire à l'inverse. Qu'est-ce qui nous empêche de bien voir la créativité? Je tords la question. Allez. Qu'est-ce qui nous empêche de bien voir la créativité en tant que telle? On a dans l'inconscient collectif et dans la façon dont on a de voir notre quotidien, on va considérer créatif quelque chose qui va avoir trait ou de l'originalité, ou foncièrement de la nouveauté et de l'innovation. Et la problématique qu'on a derrière ça, c'est que l'innovant, l'original en tant que tel, c'est très angoissant. En fait, on se met nous-mêmes une propre pression lorsqu'on dit sois créatif. En fait, c'est assez compliqué. C'est comme si je vous demandais racontez-moi une histoire qui va me faire rire. La créativité, c'est subjectif en tant que tel. Et moi, je préfère, au lieu de dire que c'est quelque chose, une idée nouvelle ou originale que l'on n'a pas vue auparavant, je préfère, ou qui va détonner, je préfère dire que c'est le simple fait d'amener des idées utiles à une solution, à une situation, amener des idées utiles à une situation donnée. Le bricoleur est quelqu'un de créatif en tant que tel. C'est pas forcément innovant ce qu'il fait, c'est pas forcément original, mais le bidouilleur, le système D, comme on peut le retrouver dans les expressions à la française, le système D à la française, c'est déjà de la créativité. On diminue la pression psychique ou morale qu'on va se mettre à considérer que la créativité, c'est le fait tout simplement de proposer des idées qui vont être utiles. Et parfois, quand je dis utile, le simple fait de raconter une énorme connerie qui va faire rire, c'est déjà aussi une forme d'utilité. Ça crée de l'émotion positive. C'est important de se dire, on n'est pas sur l'utilité uniquement matérielle ou fonctionnelle en tant que telle. Un humoriste va faire preuve de créativité en tant que tel, ou votre pote qui va faire des jeux de mots va faire preuve de créativité aussi. Mais la simple personne qui va lancer un jeu de mots, même qu'on va trouver pas forcément très original, le simple fait d'avoir eu l'idée de l'exploiter, pour moi, c'est déjà un acte créatif. Je parle plus intéressant de considérer la créativité comme une forme déjà de création, pardon, et aussi de réaction à une situation. Je propose quelque chose, je me mets en mouvement.
Ouais, j'aime beaucoup cette expression, enfin la définition que vous en faites, parce que c'est vrai que la créativité, je me souviens, moi je viens du milieu juridique, et au sein du service, je me rappelle qu'il y avait mes collègues qui disaient, oh, moi je suis pas du tout créatif. Et je me disais, c'est bizarre parce que finalement, la créativité, c'est aussi chercher des solutions. Et même un juriste qui va essayer de tordre la règle dans tous les sens, c'est faire preuve de créativité, alors qu'à la base, ça n'a rien de sexy comme ça quand on en parle. Mais mine de rien, c'est quand même pour trouver une solution, quelque chose, voilà, une proposition en tout cas. Et puis en rebondissant sur votre exemple, on a typiquement, on va considérer qu'il y a des métiers créatifs. La personne qui doit trouver des publicités, on va même l'appeler Mm. dans les agences de pub le ou la créative ou Mm. créatif, peu importe. Alors qu'en fait, typiquement, le juriste, l'avocat fiscaliste, en fait, ce sont des personnes très créatives. Le créatif en agence de pub, on lui donne un brief et le champ est ultra ouvert. Et le juriste, on va lui dire, ben, il faut trouver une solution et il y en a peut-être pas. Mais en fait, il faut chercher. C'est ça. Et en fait, bah, parfois, il y a que une seule solution, mais le simple fait d'aller la chercher, on a fait preuve de créativité. Et donc, en fait, la notion de créativité, c'est je viens résoudre une situation, je viens proposer quelque chose qui vient répondre à une situation, et c'est ça qu'on recherche en fait dans la créativité, c'est une fluidité dans notre rapport aux idées, au lieu de rester coincé assis sur sa chaise et d'être paralysé. En fait, après derrière, il y a des problématiques, je dirais psychiques, de ne pas trouver de solution. C'est Mm. un peu plus compliqué. Ouais, totalement. Et justement, que peut nous apporter la créativité dans notre quotidien? Outre le fait de trouver des solutions comme on vient de l'évoquer, est-ce que c'est plus large ou pas? Je sais pas. Euh, En fait, quand on commence à comprendre quelles sont les différentes étapes, quels sont les processus qu'on va retrouver derrière le processus de création, le processus créatif Mm. en tant que tel, on va amener de la fluidité. C'est-à-dire, ben, typiquement, j'ai une situation qui arrive, je vais pouvoir l'analyser, la comprendre plus facilement. Je vais amener de la détente aussi, Mm. en me disant, moi, c'est ce que j'amène lorsque j'avais des clients très stressés et que je faisais beaucoup de facilitation d'ateliers sur des sujets très, très, très costauds, donc avec des gens qui sont très, 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 très stressés, Mm. parce qu'il faut répondre demain à un enjeu et ça coûte tant de millions d'euros, etc. Typiquement, leur dire, on rassure en disant, il y a potentiellement plus de solutions que de problèmes. Donc la question, c'est déjà de savoir quel est le bon problème, est-ce qu'on traite le bon problème? Du coup, après, est-ce qu'on peut proposer des solutions? Qu'est-ce qui nous fait comprendre quelle est la nature d'une solution, quelle forme ça prend? Et en fait, c'est très difficile pour le cerveau de concevoir que les idées sont une matière première. Et donc, plus on les visualise, plus on les matérialise, plus on vient les décrire, plus c'est facile ensuite de leur donner forme en tant que telle et de les faire évoluer. Et c'est des cheminements qu'on retrouve aussi dans les personnes qui sont sur une démarche d'entrepreneuriat. C'est vrai. J'ai un feeling, j'ai une intention, je sens le truc. Et en fait, si vous n'avez pas cette fluidité-là, la personne, elle va rester avec une intention. Et 30, 40 ans plus tard, elle va vous dire, ah, j'aurais aimé me lancer en indépendant, j'aurais aimé lancer une entreprise, ou j'aurais aimé organiser une fête avec des amis. En fait, Mm. plus on amène de la clarté sur le fait de donner vie à des idées, comment est-ce qu'on amène du mouvement, hein, et de manière Mm. positive, plus on amène de la fluidité dans le quotidien des personnes. Donc c'est autant important sur le développement Mm. personnel et sur la vie quotidienne que sur la vie pro. Ouais, c'est super important. Et en plus, je rebondis par rapport à cette mise en mouvement. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en fait, le fait de se mettre en mouvement, de poser des choses, bah, ça va permettre de façonner son idée. Parce que parfois, on a une idée de départ et en fait, quand on commence à poser des actions, en fait, ça amène à réajuster les choses. Donc, du coup, c'est un peu, moi, je vois ça comme quelque chose que, je ne sais pas pourquoi c'est cette image qui me vient, mais comme de la poterie, en fait, où on va façonner Mm. le produit, quoi, au fur et à mesure, en fait, de cette mise en mouvement. Oui, oui, tout à fait. Alors, en fait, tout le domaine artistique nous l'explique sur parfois des choses hyper simples. Moi, je vais rester sur quelque chose ultra terre à terre. Je cuisine Mhm. pas très bien et peu. Et en soi, lorsqu'on démarre une recette, il y a un moment, vous dites, tiens, ça manque de sel. Ah, tiens, je peux rajouter ça comme épice. Et là, vous avez le fameux, il me manque la crème fraîche. Mm. Comment je fais? Et là, le cerveau se met à réfléchir. Vous êtes lancé, ça fait 1 heure que vous êtes en train de cuisiner. Il vous manque un ingrédient, vous l'aviez pas vu. Vous êtes en train de chercher une solution. Comment est-ce que je rebondis?
Et en fait, tout simplement, là, on est sur du petit acte créatif, mais Mmh. tous les jours, de manière inconsciente, on le fait. Et en fait, plus on le formalise, plus on le verbalise, plus on s'en rend compte, plus on le conscientise, plus c'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est valorisant, ça montre on est sur du mouvement. Et en fait, chez les enfants, ça se fait de manière très spontanée, chez les Mmh. adultes, un peu moins. Et en fait, valoriser ça lorsque des personnes sont, par exemple, sur de la reconversion, sur une réflexion, ou sur une initiative ou une démarche entrepreneuriale, c'est hyper important. Ouais. Et ça se conscientise pas forcément tout de suite. Donc c'est important d'avoir des personnes extérieures qui nous regardent quand on fait ça. Ouais, c'est vrai. Et justement, il y a des personnes qui se disent, enfin qui pensent en tout cas, ne pas avoir d'idées et au contraire, il y en a qui se disent, avoir beaucoup trop d'idées. Et selon vous, que ce soit l'une ou l'autre des situations, comment vous l'abordez? Je vais vous parler de moi. C'est le moment confidence, du coup, du podcast. Euh, Moi, j'explique beaucoup lorsque j'interviens sur des conférences que je souffrais d'avoir trop d'idées. Ouais, je suis pareil. Et en fait, et les gens vous disent, bah, non, attendez, c'est vachement bien, c'est valorisé d'avoir des idées, c'est valorisant. Je dis, ouais, ouais, si vous voulez, ça c'est de l'image, ça, on s'en fout. Moi, ce que je vous dis, c'est ce qui se passe intérieurement. C'est-à-dire que on parle d'un enfant qui a plein d'idées, plein d'envies, et qui du coup en a tellement qu'à un moment, il en est malade. Mmh. Ça crée, moi, je me suis créé des nids à frustration, et vous accumulez de la frustration, vous vous tapez de la déprime. C'est juste C'est un ça. schéma logique. Ouais. Et en fait, comprendre en fait que ce qui compte, c'est pas le fait de proposer, mais de faire évoluer son idée, ça amène une forme d'humilité, ça amène une forme de développement personnel. Et donc, du coup, ça amène à comprendre que une idée, on en prend soin. C'est pas on en lance 100 et on les laisse dans la nature. Non, non, ça demande de l'accompagnement, ça demande du soin, ça demande du temps. Et donc, en fait, le trop d'idées, il est pas évident à gérer. De l'autre côté, les personnes qui vont dire, qui pensent ne pas avoir d'idées. Ça revient aussi à ce que j'ai dit en introduction. Généralement, vous avez le lien sur je suis pas créatif, donc je n'ai pas d'idée. Mmh. En fait, ces personnes-ci, moi, quand je les accompagne sur du coaching en individuel, typiquement, on va faire prendre conscience de qu'est-ce que c'est qu'une idée, qu'est-ce que c'est qu'une initiative, comment est-ce qu'on distingue une intention d'une envie d'un objectif, par exemple. Et travailler en fait cette matière intangible et la visualiser de manière un peu plus forte. C'est impossible de ne pas avoir d'idée. C'est impossible. Et donc après, vous avez aussi des conditions qui vous empêchent d'avoir des idées. Ah oui. Et donc ça, c'est tout aussi important de travailler sur le conditionnement et l'environnement pour pouvoir plus facilement proposer. Alors je dis pas qu'il faut se mettre dans une salle de créativité avec des pouces par terre, ça, ce sont des choses que littéralement je vomis. Je vous laisserai censurer les mots qui vous va, mais ça c'est pas à mon sens une bonne chose. Euh, on travaille d'abord les individus en tant que tels sur leur motivation. On fait en sorte que un sujet nous intéresse. On fait en sorte de créer de l'émotion positive. On fait en sorte de travailler sur un objectif qui va mener une forme d'utilité. La motivation dans la posture managériale, elle est hyper importante pour venir travailler la résolution de problématiques. C'est même absolument essentiel. Et donc, moi, ça m'est arrivé de retravailler avec des managers en amont de ce qu'ils voulaient traiter avec leurs équipes pour travailler la motivation même sur le fond avant de venir sur des sujets très costauds. Parce que vous avez besoin de motiver les gens. Si vous n'avez jamais vu quelqu'un proposer une idée en faisant la gueule, vous savez, la personne un peu bougon à la fin d'un repas, bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On va où? On sort où? Et en fait, une personne qui est déprimée, qui est pas intéressée, qui est pas dans une bonne humeur, un bon mood, vous en ferez pas grand-chose. Vous ne pouvez pas leur demander d'avoir des idées. Et Ouais. donc, les gens qui pensent ne pas avoir d'idées, il faut se poser une question sur l'environnement, le conditionnement. Si on accompagne ces personnes-ci, il faut se poser des questions sur les aspects de motivation et d'environnement. Et si vous pensez ne jamais avoir d'idées, en fait, c'est faire un petit pas de recul, d'observation de soi-même pour voir à quel moment de notre semaine on a proposé quelque chose. Exactement. C'est absolument essentiel. Et en fait, l'humain est fait pour proposer. Et c'est là où on va parler tout simplement d'adaptation. Ouais. Si l'humain n'avait pas eu des idées de attendez, venez.
on va se mettre sous une caverne pour pas avoir froid, et puis ça va nous protéger des mammouths. Mm. Les gens n'ont jamais croisé les mammouths, mais j'aime bien cette idée. En fait, c'est de se dire, il y a des prédateurs, etc. Mm. Venez, on recule, on y est. C'est typiquement, si on n'avait pas été en capacité de proposer, on n'aurait pas pu survivre, tout simplement. Totalement. Et justement, pour rebondir par rapport à ce que vous dites, dans votre ouvrage, vous parlez notamment des tueurs d'idées. Mm, Et de quoi s'agit-il concrètement? Parce qu'il y a ça aussi, il y a ce phénomène-là. Alors, les tueurs d'idées sont, dans le livre, je parle d'un process tout simple qui s'appelle process SWAF, Mm. qui explique les différentes étapes qu'on retrouve lorsqu'on est dans un processus de création. Et en fait, ce sont des personnes qui sont un peu plus entraînées sur la dernière lettre, la F, qui vont parler de fermeture. Mm. Euh, le mot que vous pouvez retrouver sur d'autres approches qui ont parlé de créativité, ça serait de la convergence. Comment est-ce que je vais réduire le nombre de choix? Comment est-ce que je vais aller choisir? Comment est-ce que je vais prendre potentiellement aussi une décision? Des personnes qui sont un peu plus entraînées là-dessus. Et donc, il y a beaucoup de personnes que l'on voit dans notre entourage, hein, et on se dit, oui, ah, t'es rabat-joie, franchement, on peut jamais rien proposer, tu vois, que le négatif. Euh, en fait, moi, je les appelle les tueurs d'idées, mais en fait, je le dis avec quelque chose de bienveillant. Mm. C'est-à-dire que, ben, moi, je vous l'ai dit, j'avais le problème inverse d'en avoir trop. Moi, j'ai besoin de travailler avec des gens qui tuent les idées. Si je travaille avec un profil qui est identique au mien, au quotidien, ben, c'est génial, hein. Ouais, mais c'est compliqué. Ouais, en fait, en termes d'émotion, c'est exaltant. Oui, Mais du coup, l'émotion est tellement positive qu'on se fait embarquer. c'est On vrai. trouve qu'on a passé un après-midi génial et le lendemain, on déchante. C'est C'est exactement ça. Ouais. c'est le processus. Moi, j'appelle ça la gueule de bois créative. Mm. C'est des gens qui sont montés sur des niveaux d'endorphine qu'ils n'avaient jamais eu par rapport à un projet professionnel. Et le lendemain, c'est d'énormes vertiges parce qu'ils savent pas quoi faire. Mm. En fait, vous avez besoin de personnes qui vont dire non, ça je veux pas et voilà pourquoi. Ouais. Et ces personnes-ci, il faut les faire rationaliser, il faut récupérer du feedback. Et en fait, elles sont dans un processus créatif. Tuer fait partie, tuer ou réduire, tu vois, le fait de tuer, moi je parle de sniper, d'idées hein, aussi, hein, c'est vraiment cette idée d'amener un peu de précision pour calmer le volume. Parce que cognitivement, on n'est pas fait pour gérer 100 idées. Mm. On n'est pas fait même à l'échelle de nos vies de gérer 10 projets en même temps. On est plus à l'aise quand il n'y en a que 3. Et donc, en fait, pour passer de 100 à 10, puis à 3, ben, vous avez besoin de ces personnes-ci. Et donc, elles font partie intégrante du processus de créativité. Et vous avez aussi des gens sur du sniper d'idées euh, qui partent avec une intention qui est ultra positive. C'est-à-dire, ah, ton plat manque de sel. Et donc, en fait, on pourrait considérer que c'est quelqu'un qui va être castrateur ou castratrice en tant que tel. Parce que oui, ça fait 2 heures que je cuisine. J'ai pas envie de me prendre ce retour-là. En fait, ben, il faut accueillir. Et dire Gauthier, ton plat manque de sel, c'est pas dire Gauthier, t'es une mauvaise personne. En fait, les tueurs d'idées, ils nous font mal parce qu'il y a souvent une confusion entre la personne que l'on est et l'idée que l'on propose. Ouais, c'est vrai, très juste. Mm. Et du coup, le mot tueur, il est pas bon, c'est comme ça qu'on le perçoit. Mm. Ouais, mais c'est vrai, parce qu'effectivement, il y a un amalgame qui est fait et qui est faux, mais on a tendance parfois à s'identifier à son idée, donc forcément, ça peut poser problème, ouais. Il faut le discerner dans les postures managériales. Vous êtes parent, vous n'allez pas dire à votre enfant, j'appelais ça le syndrome du collier de nouilles, vous n'allez pas lui dire, ah non, mais il est mal attaché. Tout à fait. Vous allez considérer la personne en même temps, parce que vous savez que ça peut blesser de dire que le Ouais. collier de nouilles, il est pourri et qu'il va finir dans un carton. Mais en fait, c'est pas ce qu'on fait, en fait, sur ce moment-là. Mais vous pourriez avoir ce retour, c'est possible, c'est factuel. Le collier de nouilles est mal foutu. Totalement. Et justement, par rapport aux tueurs d'idées, est-ce qu'on peut aussi enfin, j'allais dire, s'auto-tuer nos idées, entre guillemets. C'est mal dit, mais c'est un peu ce qui me vient comme image. Ah oui, oui, tout à fait. En fait, je faisais ça, je m'amusais sur des ateliers qui étaient un peu plus longs récemment sur un comité de direction, on prend une douzaine de personnes et je demande qui tue les idées. J'appelle ça, on joue au Cluedo. Mhm. Et les 20-30 premiers, c'est la hiérarchie, machin truc, on a déjà vu. Bon, des choses qui sont, somme toute, assez classiques. Mhm. À un moment, il y a quelqu'un qui dit, bah, soi-même. Et là, c'est le moment où j'arrête, en fait, l'intervention. Ah, je suis en train de raconter ce que des gens potentiellement qui vont écouter vont vivre. Mais tant pis, c'est pas grave, vous êtes spoilés.
Au moment où et j'arrête au premier qui dit soi-même. Et on creuse. Et on creuse, en fait, qu'est-ce qui se passe psychiquement lorsqu'on tue sa propre idée. D'ailleurs, c'est facile de projeter quelque chose d'incroyable comme quelque chose qui va planter. Et le cerveau est plutôt fait pour analyser du risque, plutôt qu'analyser des choses incroyables, merveilleuses et absolument exaltantes. Vous prenez votre voiture, vous n'êtes pas en train de vous dire que je vais projeter que je vais avoir un trajet incroyable. Non, C'est vous clair. vous arrêtez, vous regardez à gauche, à droite, pour savoir si il y a quelqu'un, s'il y a un danger, est-ce que je peux m'embarquer ou pas. Mm. Euh, la rêve- Là, on rêve plus facilement sur du moyen terme, long terme, et on analyse du risque sur du court terme, sur des démarches qui sont plus sécuritaires. Ouais, totalement. Là aussi, hein, c'est hyper important pour la survie de l'espèce. Donc, Mm. on va s'en remercier. Mm. Maintenant, en fait, il faut faire attention dans la façon dont on gère nos idées à laisser une chance. Et lorsque vous proposez quelque chose, c'est plus intéressant quand ce sont les autres qui vous disent c'est nul. Mm. C'est vrai. Parce que parfois, c'est un peu plus Mm. objectif. Et ça, même si eux sont subjectifs, ça vous aide que la personne en face vous dise c'est nul. Quelle serait l'utilité d'un metteur en scène si en fait l'humoriste n'avait pas de retour, quoi? Le metteur en scène, donc, quand l'humoriste va mal amener sa blague, il va dire là, je l'ai pas senti, voilà, tel truc, ou ça t'oublie, ou tu mets de côté. Pareil, le musicien, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Moi, pour ceux qui ont Amazon Prime en tant que tel, allez regarder la saison 2 qui parle de Relfan. Moi, c'est ce que j'envoie désormais à des clients pour dire comprenez le processus créatif et puis vous allez voir que c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès, mais il y a certaines chansons qui sont pas ouf, hein. Mm. Heureusement qu'il a fait deux compères autour de lui qui vont lui dire je t'arrête, Mm. t'arrête tout de suite. Ils se connaissent, ils ont la complicité, c'est la bienveillance au sens véridique du terme, c'est-à-dire je t'amène de la vérité même si elle est difficile à entendre, Mm. et je te l'amène avec le sourire parce qu'on se connaît. Arrête ce truc, c'est pourri, stop, Mm. C'est ça. go. Et ils sont au niveau de compréhension et d'intimité qui font que si j'entends le c'est pourri, je comprends bien que c'est amené de manière positive et qu'on parle pas de moi. Mm. Et que même si c'est un jugement qui est un peu costaud, j'arrête. Mm. Parce que quand les personnes ont créé une culture qui leur permettent d'amener ce niveau de retour, en fait, tout simplement. On sait que c'est amené avec une intention qui est positive. C'est ça, mais tout est une question, ouais, de l'intention de départ en fait de la personne qui effectivement interagit avec nous. Ouais. Ouais. Ça manque de sel, c'est pas une intention négative. Parce que la personne est consciente que vous avez cuisiné pendant 2 heures. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, lui, il a juste l'intention de passer un meilleur moment avec le plat qui est déjà bon que vous avez amené. Et, Ouais. et le goût est quelque chose de super subjectif. Donc, en fait, là, ça le respecte. Il faut amener de la tolérance aussi. Par rapport à ce qu'on propose. Exactement. Et quels conseils aimeriez-vous donner à nos auditeurs pour les aider à donner vie à leurs idées? Parce qu'avoir des idées, c'est bien, mais leur donner vie, c'est mieux. Exactement. Merci pour la formule. Typiquement, euh, quel conseil? Un, euh, écrivez. C'est-à-dire que le cerveau n'est pas en capacité de gérer de l'intangible. Donc en fait, une idée, ça flotte, c'est dans les airs, faut la formuler. Mm. Faut amener ça dans des carnets, faut mettre ça dans des carnets qu'on relit. Si c'est pour mettre sur une feuille et oublier, ça sert à rien. Ça, c'est ce que j'appelle, c'est de la dépose charge mentale. Vous faites ça avec vos courses. Donc, ayez du respect pour les idées que vous avez. Vous les notez. L'étape 2, c'est potentiellement même de les dessiner. Mhm. Je veux faire une fête d'anniversaire où on veut fêter Noël de telle manière, etc. Vous dessinez à quoi ça ressemble. Vous essayez en fait de vous libérer de la projection et de l'imagination pour rendre un peu plus tangible. J'ai une idée, je l'écris, je la matérialise. C'est super important. Ouais. Et ensuite, derrière, après, c'est comment est-ce que je vais l'ouvrir aux autres? Comment est-ce que je vais venir la tester? Donc, j'en parle à d'autres et j'écoute leurs avis. Je récupère, je vois comment est-ce que les gens comprennent ce que je propose. Et ensuite, derrière, je vais essayer de donner forme petit à petit. Mais en fait, il faut faire des allers-retours entre le laboratoire un peu intangible, qui peut être le cerveau, Mhm. ou même votre laboratoire à vous,
et la réalité du terrain. Et c'est ce qu'on retrouve dans toutes les méthodes agiles en entreprise par rapport design thinking, lean, etc., tout ce type de méthodos, par rapport à vous avez une idée de produit, de service, vous faites quelque chose rapidement, et un prototype, un brouillon même, vous sortez, vous en parlez avec des gens, vous récupérez de l'info et vous faites ces allers-retours-ci. Mm. Et le confort mental des idées n'existe que sur ces allers-retours. Mm. Vous pouvez être le génie qui va écrire plein de romans chez lui et vous dire j'adore l'écriture, etc. Et ne rien publier, je vous appellerai pas écrivain. Exactement. Euh, et c'est hyper important. Et de la même manière, et après, et derrière, il y a le fait de répéter, d'améliorer une version de ce qu'on fait. Moi, je dis, on cuisine pas beaucoup à la maison, donc je reste sur cette thématique de cuisine et ça parlera à d'autres Mm. personnes, des auditeurs. Mm. Euh, Moi, lorsque je veux démarrer une recette, je me dis que je vais la faire 4 à 5 fois pour me dire, en fait, maintenant c'est la mienne, je la maîtrise, je suis en capacité de le refaire et de donner vie en fait à mon intention de faire tel repas, tel curry, etc. Pour avancer. Le faire une fois ne vous met pas en position littéralement de cuisinier. Ouais, mais c'est vrai. De la même manière, j'ai écrit un livre, je ne vais pas vous dire que je suis écrivain, je suis l'auteur d'un bouquin, mais je me considère pas comme un écrivain sur le monde professionnel, parce qu'en fait, en tant que tel, il y a un objet, mais en fait, faut le faire évoluer potentiellement pour voir pour penser qu'on va un peu plus loin. Ça reste mouvant. Ouais, mais c'est très juste, c'est mouvant, c'est ça. Ouais, en fait, je pense que le mouvement est hyper important, c'est-à-dire que au moment où on arrête de faire vivre une idée parce qu'on vit à un état final, c'est on prend un risque. C'est le risque que prennent les artistes de dire voici le tableau, j'ai terminé. Euh, c'est important de terminer, mais en fait, ben, l'artiste il a besoin d'avoir derrière de se dire l'idée ou l'intention que j'avais derrière ce tableau-là, comment est-ce que je vais continuer à la faire évoluer ou autre. C'est là où on voit que les artistes qui vont être puissants dans le temps, ils ont une thématique ou une intention, quelque chose qui creuse et l'œuvre, parfois, n'est juste un artefact, n'est qu'une étape dans un processus qui continue à être creusé. C'est pas foncièrement l'œuvre n'est pas foncièrement la finalité. En fait, je pense que les personnes qui se nourrissent plus, c'est sur le système entrepreneurial ou la démarche même de reconversion. C'est parfois de trouver une intention qui va nous nourrir et qui va nous donner du mouvement sur du plus long terme. Et peut-être qui va nous amener à plusieurs métiers en tant que tel. Et Exactement. c'est vrai, moi, c'est une thématique Mm. que je creuse beaucoup en ce moment sur les aspects, comment est-ce que les gens se réinventent ou retravaillent la reconversion. Je suis en train d'essayer de modéliser ça un petit peu. Peut-être que ça sera un livre, on verra. Mais il y a cette idée, en fait, le mouvement, c'est quelque chose que l'on doit avoir. Et pour ça, en fait, il ne faut pas forcément se mettre l'objectif d'une finalité ou d'une situation. Il faut aller chercher quelque chose qui nous guide, qu'on a envie d'explorer, qui parfois nous amènera à un, deux, voire trois métiers différents derrière. Ouais, exactement. Comme ça que je perçois, et puis c'est ma philosophie de vie aussi. Ouais, moi aussi. Puis en plus, j'ai remarqué que c'est vraiment ça qui nous fait voir aussi les choses qui nous font évoluer, en fait, notre propre prisme. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, on découvre d'autres choses qui amènent d'autres choses. En fait, ça se nourrit, quoi. J'ai l'impression aussi, c'est ce mouvement. Tout à fait, ouais. Et puis vous trouvez des compères, des consoeurs en chemin, hein. Donc c'est ça qui est intéressant, Oui. c'est de se dire. Oui, d'ailleurs, je me dis, on a l'idée, on a compère, je cherchais le féminin, et en fait, consort, c'est plutôt le féminin de confrère. Oui, donc là, il y a l'idée on pourrait même se dire, putain, j'ai l'idée qu'il manque un mot. Il y a compère, mais il n'y a pas commère Ouais. dans C'est la vrai. langue française. Ah, c'est marrant, Ouais. là, j'ai le cerveau qui me dit, tiens, il y a un manque. Et en fait, parfois, voir qu'il y a quelque chose qui manque, ça vous amène à répondre avec une idée, avec une proposition. Donc, je me permets ce néologisme parce qu'on est sur de l'audio et que tout va bien. Donc, les compères et commères, et en fait, c'est là, instinctivement, je vais me dire, c'est très moche. Ouais. Mais voilà, vous avez cette intention, vous avez du mouvement, vous trouvez forcément aussi à un moment des personnes qui vont avoir ce type d'énergie. Et après, ce que je disais, attention à pas forcément travailler avec des gens qui ont le même fonctionnement créatif que soi, parce que c'est là où c'est un peu dangereux parfois parce qu'on monte en intensité autant dans l'ouverture que la fermeture, que dans l'investigation. Et sur la résolution de problématiques, il faut avoir de la diversité de profils et de diversité de raisonnement
pour résoudre des situations de manière vraiment créative et puis amener du mouvement. Ah, mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que ça me fait penser au collectif. Bah, d'ailleurs, vous intervenez en collectif. C'est ça ce qu'il y a de bien dans le groupe. Il y a souvent, enfin, pas toujours, mais il y a des fois quand même, il y a cette complémentarité. Et justement, quand chacun a sa propre pierre, j'allais dire, à apporter, bah, finalement, là, ça devient riche, en fait, le travail en groupe. Alors que finalement, si on reste tous, chacun avec des profils similaires, un peu, bon, ça fait un peu sectaire ce que je raconte, mais un peu entre nous, bah, du coup, Mhm. c'est un peu, j'allais dire, on tourne en boucle, quoi, mais c'est pas forcément aussi constructif, quoi. Oui, oui, et puis de toute façon, là, on voit l'évolution que ça amène sur les aspects de société, hein. Ouais, Euh, je réfléchis avec les réseaux sociaux nous amènent à réfléchir ou à être inspirés par des personnes qui sont pas très loin de ce qu'on aime et de notre façon de penser. mm, Et exactement. donc, typiquement, il y a un appauvrissement créatif dans le raisonnement Mm, et surtout, il y a une diminution de la curiosité qui est assez violente parce qu'elle nous est imposée par des algorithmes. totalement. Euh, et, euh, et ouais, on est piégé par les bulles là-dessus. Et c'est problématique. Et après, ben, ça fait du communautarisme politique, Mm. ouais, en tant que tel, ou de façon de penser. En fait, ça devient du eux contre nous. Je vous passe à toute l'analyse, parce que Non, mais on c'est est ça. obligé de 5-6 épisodes. Ouais, Mais du coup, on a assez rapidement de la pauvreté ouais. dans les solutions qui sont amenées, Mm, pauvreté de diversité, et après on a une pauvreté dans le process de raisonnement et de résolution. mm. Et en fait, c'est là où aujourd'hui littéralement, ça cloche, et dans beaucoup d'organisations, mais dans la société en tant que telle. Et Mm. Ouais, c'est vrai. les lieux de mixité et de diversité sont là où on vient résoudre des situations avec des niveaux de conscience qui sont hyper intéressants. Ouais, exactement. Totalement d'accord. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange? Le mot de la fin. Un seul? Peu importe. Je sais que c'est pas facile d'en trouver un, donc franchement, enfin, c'est selon votre inspiration du moment. Ouais, je dis faut tenter, ouais. J'aime bien ce mot-là, tenter un truc. J'aime bien le mot, ouais, l'idée on tente un truc. C'est ça. Moi, en ce moment, c'est ce que j'ai mis sur mon profil LinkedIn. Je lance des trucs. J'explore mes idées très rapidement. Je regarde ce que ça donne, qu'est-ce qui m'intéresse. C'est du produit, c'est du service, c'est un projet pour des enfants, c'est un projet autour du réveil le matin. En fait, tenter des trucs, c'est le premier mécanisme de la créativité. C'est bon, il y a un truc qui vient, ok, je tente et on verra. Et laisser les autres tenter des petits trucs. En fait, c'est de la micro-expérimentation. On parle beaucoup de micro-aventure, de pas aller très loin de chez soi pour vivre quelque chose pas loin. En fait, faites de la micro-expérimentation. Vous avez jamais fait de poterie, vous avez voulu en faire, bah, en fait, faites un cours d'initiation, regardez ou apprenez, faites un tuto YouTube. Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi armé sur l'aspect théorique. En fait, du coup, on n'a jamais eu potentiellement autant d'inspiration. Donc, l'idée, c'est de se dire, j'ai 15 idées. C'est quoi les trois qui sont intéressantes? Je me bloque 2 heures et comment est-ce que je peux essayer? C'est vachement important ça, parce que souvent on a tendance à idolâtrer parfois une idée, à la fantasmer, entre guillemets. Ça peut arriver, donc d'où l'intérêt effectivement de tester. Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, il faut distinguer ce qu'on fantasme et en disant, ben, je serai joueur de basket professionnel plus tard. Bon, moi, à l'heure actuelle, je vais avoir 34 ans, j'ai une hernie discale. On va se mettre de côté tout de suite. C'est pas beaucoup plus simple. Hop. Mm. Et après, du coup, c'est plutôt de se dire, ah ok, c'est quoi le truc accessible, etc., que je peux essayer rapidement. Et ça amène foncièrement d'autres idées. Ça m'empêche pas de jouer au basket avec mes amis. Et c'est cool. Mm. Mais Ouais. Et à ce point-là, tenter des trucs, aller chercher des petites expérimentations, et en fait, c'est de la gymnastique. C'est ce que j'écris, j'explique aussi dans le bouquin. C'est on réactive la gym de je tente quelque chose ou de la micro-expérimentation. Et c'est surtout se dire, bah, je suis pas enfermé sur un métier, une situation, un quotidien et des choses qui se répètent. C'est important les routines, ça met en confort. Et justement, après, ben, il y a des zones qui sont vides. Vous mettez pas sur Instagram ou vous faites pas 2 heures de réseaux sociaux. Allez faire un truc et essayer quelque chose. Et c'est cool.
Et je rebondis sur ça, sur ce côté routine. Enfin, quelque part, je pense qu'on, comme vous disiez durant l'interview, on a besoin d'être dans un bon environnement. Et donc, quelque part, d'être dans un environnement plutôt sécure, entre guillemets, parce que nous sommes des êtres, enfin voilà, qui, à la base, c'est quand même aussi pour nous préserver. Et donc, du coup, plus on a de la sécurité, sans être trop dans la trop sécurité non plus, trouver un juste milieu, c'est ça, en fait, qui va aussi permettre d'avoir accès à de la créativité, finalement, aussi. Oui. Puis, il faut se sentir à l'aise. Donc, on Ouais. tente pas un truc quand on est fatigué aux abois et on n'a pas le moral. On se retape soi et ensuite on peut tenter des choses. Quand vous tentez, que vous allez au sport et que vous êtes super fatigué, c'est là où vous tapez des blessures. En fait, le corps nous dit aussi quand est-ce que ça sert à rien d'expérimenter. C'est vrai. Et c'est tout aussi important. Donc, en soi, il y a aussi une écoute de soi avant de dire, OK, j'y vais, je lance quelque chose. Ça sert à rien d'aller se faire du mal et mettre l'accélérateur en même temps que le frein à main, c'est une énorme connerie. Vous le feriez pas avec votre voiture, donc le faites pas pour vous, quoi. Exactement. Merci en tout cas, Gauthier, vraiment Plaisir. pour cet échange. Et donc, Plaisir, j'invite les auditeurs à découvrir donc votre ouvrage, encore un putain de bouquin sur la créativité, paru chez Duno, que j'avais trouvé vraiment très intéressant, que j'ai lu il y a quelques temps, mais que j'avais vraiment beaucoup apprécié et pour le coup qui m'avait beaucoup aidé parce que moi je fais partie des gens qui ont trop d'idées mais du coup qui se dispersent un petit peu et du coup je trouve que ça m'a beaucoup aidé à faire des sélections, on va dire, vers le tri. Donc merci en tout cas. Merci beaucoup. Plaisir. Merci pour cet échange. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!